le monde est le bienvenu, au-delà des différences, les convergences de lutte sont les bienvenues, il y a la lutte des droits de l'homme aussi. Mais voilà, merci de venir, c'est comme un McDo, vous venez comme vous êtes, c'est ça. Ça me fait pas. Je constate que ce système politique, c'est la préhistoire politique de l'humanité, quoi. On est encore dans la préhistoire politique de l'humanité, ça n'a rien, c'est complètement archaïque, quoi. C'est complètement ridicule. On est encore sous les monarques, on est encore sous un ancien régime en réalité, il n'y a rien qui a vraiment changé. Bonjour Yanis, tu es venu présenter donc le 4e opus qui parle du suivi finalement des Archia. Alors c'est vrai qu'Exarchia c'est le plus gros morceau du film ce coup-ci, parce que tout simplement depuis l'arrivée au pouvoir de la droite en juillet 2019, au moment où commence le film, on a subi énormément d'agressions, de répression, jusqu'à fin 2023, donc au moment où se termine le tournage du film. C'est 4 ans de tournage donc qu'on vous rapporte maintenant avec le mouvement social en Grèce, essentiellement à Athènes, mais aussi on va à Paros, on va en Crète, et dans la version longue sur internet on ira aussi en Grèce du Nord. On a affaire à une volonté de l'État d'en finir avec les utopies, tout simplement parce qu'on veut empêcher les gens d'imaginer des alternatives. Et donc nous, nos alternatives en actes concrètes, qui proposent des dispensaires médicaux autogérés, qui proposent des cuisines solidaires gratuites pour les précaires, qu'ils soient grecs ou migrants, qui proposent aussi toutes sortes de choses dans l'éducation, dans l'imaginaire et la création. Et bien, tout ça, ça dérange un État qui veut avoir le monopole de la façon dont on doit vivre ensemble, sous son égide, sous sa domination, la domination de gouvernements qui sont choisis par le pouvoir économique. Le pouvoir politique dans nos sociétés est choisi par le pouvoir économique, qui possède en Grèce comme en France la plupart des médias dominants, et qui donc ainsi choisit les représentants, les élus au pouvoir qui vont servir ses intérêts. Donc en fait, il n'y a pas de vraie démocratie dans la matière. Non, on le sait bien, on a vu ici en France, notamment au cours de la répression des soulèvements de la Terre, des Gilets jaunes, des antipasses, du mouvement des retraites aussi, contre la réforme des retraites, que effectivement c'est un régime qui devient de plus en plus dur. Mais c'est pas seulement en France, donc on le constate effectivement aussi un peu partout en Europe, notamment en ce moment avec la révolte des agriculteurs en Allemagne aussi. Tout le monde se soulève quand même, quoi. Donc il faut, tu en parlais tout à l'heure, qu'il y ait une convergence des luttes. Et ça, je suis très sensible, ayant été moi-même gilet jaune à l'époque, donc sur ce principe que toutes les luttes convergent pour mettre peut-être à terre, ou en tout cas affaiblir un État qui devient de plus en plus autoritaire. C'est ça. L'État devient de plus en plus autoritaire, on le voit à beaucoup de signes, notamment le durcissement des lois en matière par exemple de perquisition, de surveillance téléphonique, dans plein de domaines. On n'a plus forcément besoin d'un procureur pour passer à l'acte en matière de police. Également, on le voit grâce à des moyens technologiques que la Gestapo ou la Stasi auraient bien aimé. Aujourd'hui, on surveille les gens sur Internet, on surveille les gens dans leurs moyens de paiement, on surveille les gens dans leurs déplacements, quand ils bornent avec leur téléphone mobile, quand ils passent à un péage avec leur carte bleue, quand ils prennent une douche avec leur compteur Linky. On pourrait continuer la liste longuement. Tous ces moyens dont dispose le pouvoir aujourd'hui, par algorithme par rapport à la population pour essayer de savoir où elle en est, et aussi de façon plus précise si nécessaire vis-à-vis de certains opposants politiques. Tout cela est vraiment une véritable menace. Aujourd'hui, on n'est pas loin d'un totalitarisme. Je ne dis pas d'un fascisme, parce que le fascisme, c'est quand même l'élimination physique massive des opposants politiques et aussi de boucs émissaires. On n'en est pas encore là au niveau de la proportion. Mais par contre, au niveau du totalitarisme, il faut se rappeler que c'est le contrôle total d'une population et la possibilité en puissance de la réprimer. Et en cela, on n'a plus de séparation entre la vie privée et la vie publique. Et donc par conséquent, pour moi, c'est une vraie menace quand l'État arrive à rentrer autant dans notre vie privée, dans nos opinions, dans nos échanges avec autrui, quoi.
Donc oui, dans ce contexte-là, la convergence de lutte que tu évoques, elle est indispensable. Moi, j'étais sensible à ce mouvement des Gilets jaunes. Je fais partie de ceux qui ont plutôt été bienveillants et qui ont pensé que c'est bien que chacun fasse son chemin à sa façon. On n'est pas né au même endroit au même moment, on n'a pas reçu la même éducation, la même culture d'origine, on n'a pas les mêmes parcours de vie, on n'a pas fait les mêmes rencontres. Ce soir, on a vu le même film, mais sinon, en général, quoi, il est tout à fait logique quand on n'est pas le même itinéraire. En plus, on n'est pas forcément le même nous-mêmes il y a quelques années et que demain, après-demain, on évolue, je est un autre, et donc par conséquent, soyons un peu plus humbles, un peu plus ouverts, un peu plus tolérants avec nos voisins idéologiques, pour ainsi dire, à condition qu'on ait tous en commun une chose quand même, c'est le principe de rechercher la liberté et l'égalité. D'ailleurs, ce système électoral, c'est la monarchie parlementaire anglaise en réalité, en matière d'influence. C'est la façon dont on a réussi avec la bourgeoisie à étouffer le problème et les propositions de sans-culottes ou de mouvements un peu plus radicaux lors de la Révolution française et des révoltes qui ont suivi. Donc là, on est vraiment à une époque où même des mouvements peu politiques au départ comme les Gilets jaunes ont revendiqué le RIC et d'autres idées qui certes sont peut-être discutables, mais finalement au bout du compte, tous ces gens, ils disent tous que politiquement, c'est pas possible de continuer comme ça, quoi. C'est tout à fait, je dirais, le principal problème qui est le formatage des idées, qui est dans la société aujourd'hui, qui va jusqu'à l'école, effectivement, tout le soulignait d'ailleurs dans le débat tout à l'heure. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est là, nous, médias indépendants, libres en quelque sorte, de laisser s'exprimer les gens et de dire les idées sans censure. Aujourd'hui, comment on peut lutter à ce niveau-là? Parce que ce qui compte, c'est la diffusion, tu en parlais, des idées importantes à multiplier et à partager. Et comment on peut le faire pour atteindre finalement la partie de la population qui, elle, est toujours finalement devant sa télé, quoi, et puis ne voit que le discours unilatéral. Sur les réseaux sociaux, que je trouve un peu asociaux quand même, il y a la fonction partagée. Il y a une fonction likée, une fonction partagée. Pour moi, on devrait beaucoup plus, dans la société, quel que soit l'outil, l'email, le bouche à oreille, le repas partagé, quelles que soient les circonstances, on devrait beaucoup plus parler de ce genre de choses, ce que tu évoques là, diffuser nos informations, nos passions, nos désirs, nos lectures, nos films. Celui-là est à votre disposition en salle actuellement à prix libre ou gratuitement pour ceux qui n'ont pas les moyens, et il sera mis en ligne gratuitement sur internet. Nous sommes nos propres pirates pour chaque film, donc il y aura une version internet gratuite pour tout le monde que vous pourrez partager à loisir et que vous pourrez utiliser, même télécharger pour en faire autre chose si vous voulez. Et donc pour moi, je pense qu'on devrait arrêter de parler autant de la pluie et du beau temps et de plein d'autres choses, combien ça coûte, comment ça marche, où tu l'as acheté, etc., quel est le juste prix, et parler de plus de choses qui sont essentielles. On a 95% de notre langage, nos échanges, qui sont des échanges utilitaires, fonctionnels, c'est ainsi qu'on parle de ce type de langage, et en fait, on ne parle pas de l'essentiel. Les questions qui sont importantes dans la vie, c'est quoi le bonheur? Est-on vraiment libre? Quel chemin vers la liberté, vers l'utopie? Comment faire? Quelle réponse aux inégalités sociales? Comment sauver la vie sur Terre dans un contexte de destruction par le capitalisme? Voilà des questions qu'on devrait avoir à chaque repas, à chaque moment, avec nos enfants, avec notre famille, avec nos amis, avec notre entourage, jusque dans le monde professionnel, pourquoi pas. Et donc, par conséquent, je pense que c'est un peu notre faute à tous, quand même, de ce côté-là, de ne pas suffisamment parler de ce dont on devrait parler autour de nous. Bien sûr, il y a le risque de passer pour un rabat-joie, pour une personne ennuyeuse, etc. Mais il y a aussi des outils qui permettent de ne pas être si ennuyeux. Il y a des chansons formidables sur le sujet, il y a des poèmes formidables, il y a des films, il y a des créations en tout genre. Et puis il y a tout simplement la conversation. La conversation, elle peut être intéressante, on peut la susciter aussi. On peut utiliser la maïeutique socratique, c'est-à-dire poser des questions aux gens et les faire accoucher un petit peu de leur point de vue sur le sujet. Aller un peu sur ce terrain-là et voir comment ça réagit. Je pense qu'on ne fait peut-être pas assez notre part sur le sujet en matière de communication et aussi en matière de partage.
partage. Actuellement, moi, j'ai rien à dire de ce côté-là, puisque le partage est fait. Le film n'a même pas encore été, comment dire, défendu par les médias alternatifs, parce qu'on vient à peine de sortir et qu'ils sont en train de faire ce que vous êtes en train de faire, nous interviewer, discuter avec nous, faire un petit compte-rendu d'une projection. Ça commence à peine. Donc pour l'instant, le bouche à oreille est très bon, les retours sont très bons, et le partage se fait. Mais le partage devrait se faire pas seulement pour ce film qui a la chance de remplir des salles, mais pour plein d'autres choses qui se font. Donc je pense que ça dépend de nous tout simplement. On est trop assis dans notre fauteuil à attendre que les informations descendent d'en haut, de BFM ou de CNews ou même de médias alternatifs, alors que nous-mêmes nous sommes le média. Ouais, je dirais pas qu'elles descendent d'en haut, mais plutôt qu'elles remontent du bas, ces genres d'informations. Mais... Son film Nous n'avons pas peur des ruines, moi je rajouterais Nous n'avons pas peur d'être pris pour des rêveurs, parce qu'en fait, ce sont même si on parle finalement d'utopie, les utopies qui ont construit le monde à chaque fois et généré peut-être des révolutions, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Aujourd'hui, on peut parler aussi de Murray Bookchin, tu en parlais, enfin il y avait en tout cas une petite dédicace, voilà, tout à l'heure, qui en fait est le chantre du municipalisme libertaire, c'est-à-dire l'autogestion et l'autonomie des habitants dans une localité qui se réunissent en assemblée, etc., et qui décident de tout sans autorité. Donc ça, c'est peut-être le monde de demain, celui que rêveraient d'ailleurs nos enfants. Ils seraient très heureux de participer à ce genre d'assemblée, à mon avis. Donc pour ça, en fait, je dirais que c'est un grand espoir. Oui, même si je me méfie du mot espoir, mais je partage complètement ton avis, c'est juste le mot, parce que ce soit le mot espoir ou espérance, en fait, espérer en espagnol et dans beaucoup de langues du monde entier, ça veut dire attendre. Et donc c'est une posture dans laquelle, en fait, par exemple dans les religions aussi, une posture dans laquelle on attend un sauveur, on attend un moment charnière, etc. Alors que pour moi, on doit en être le moteur. Mais excepté l'emploi de ce mot plutôt qu'un autre que tu aurais pu utiliser, hein, sinon je partage complètement ton avis, bien sûr. Tout cela est à notre portée, hein. C'est vraiment à portée de main. On n'imagine pas à quel point on peut changer le cours des choses, le cours de l'histoire. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça s'est toujours passé. C'est de façon assez spontanée, grâce à un mûrissement. C'est un fruit qui mûr et qui finalement finit par tomber. Et je pense qu'aujourd'hui, non seulement ce fruit est beaucoup plus mûr qu'on l'imagine, mais en plus, les paramètres, les éléments qui sont autour de nous, le contexte tout entier, comme à chaque fois qu'il y a eu des moments un peu révolutionnaires, au sens large du terme, ce sont des moments durant lesquels, bon, par exemple en 1788, les récoltes étaient mauvaises, la commune de Paris, il y a eu Sedan auparavant avec les Prussiens, en 1936 en Espagne aussi, il y avait des circonstances particulières. Et donc, ou en 1915 au Mexique, je ne vais plus en finir à citer tellement d'événements qui ont été liés à des contextes singuliers. Et nous, en France aujourd'hui, comme en Grèce et ailleurs dans le monde, nous vivons une période durant laquelle nous voyons des régimes toujours plus autoritaires qui transgressent toutes les règles qui étaient établies dans le contrat social, si tant est qu'il n'y en ait jamais eu un. Deuxièmement, les inégalités ne cessent de se creuser. On l'a dit tout à l'heure dans la discussion. Même un enfant de 6 ans peut comprendre ce qui se passe quand on sait qu'on est passé de 200 personnes les plus riches sur la planète, qui ont autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité, à maintenant, les 8 personnes les plus riches de la planète ont autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Donc c'est à la fois odieux, horrible, mais c'est surtout compréhensible. Oui, c'est criminel. Ce sont des serial killers, hein, les gens qui nous gouvernent. Et les gens les plus riches sur la planète qui en veulent toujours plus et qui font travailler toujours plus des esclaves à leur service sont des serial killers. Pas autre chose, à mon avis. Hein, voilà. Et troisième chose importante, troisième paramètre qui peut favoriser un moment révolutionnaire dans les temps qui viennent, c'est l'impasse écologique. Et là, c'est un élément nouveau par rapport à nos anciens, à l'époque de Saint-Imier, à l'époque du mouvement social et ouvrier anarcho-syndicaliste par exemple, de la fin du 19e siècle ou durant le 20e siècle, c'est la question écologique, l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Tout le monde a conscience aujourd'hui, sinon quelques abrutis qui essaient de nous manipuler sur le fait que bon, c'est juste des cycles climatiques, mais à part ça, la quasi-totalité de la population partage le constat qu'au bout du compte, le capitalisme nous conduit à la destruction tout simplement de la planète et de tout ce qui vit sur la planète.
y compris l'humanité. Donc par conséquent, on ne pourra pas continuer longtemps comme ça. Et que l'utopie, c'est pas ce que nous proposons. L'utopie au sens atopos, le lieu qui n'existe pas, c'est la croissance infinie dans un monde fini. Donc du coup, on voit que sur le plan politique, système politique, sur le plan du système économique et sur le plan des conséquences écologiques, on est d'accord sur le constat avec la majorité de la population en fait. Tout le problème, c'est d'arriver à basculer dans autre chose en prenant confiance en nous, comme ces personnes à Paros qui pour la plupart n'étaient pas politisées. C'est le fait qu'il y ait une prise de conscience de plus en plus large que le capitalisme nous mène droit à notre perte et qu'il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini et que la destruction de la planète, elle sera irréversible si on n'y met pas un terme le plus rapidement possible pour la vie en général et la nôtre en particulier. Donc nous sommes la vie qui se défend et en plus ça, finalement, fin du mois et fin du monde se rejoignent dans cette affaire. C'est-à-dire qu'à la fois arriver à s'en sortir comme les Gilets jaunes à l'origine du mouvement et dans la fin de mois, et la fin du monde qui est un enjeu que comprennent de plus en plus de gens et notamment beaucoup de jeunes qui sont aussi des précaires. Les jeunes sont souvent des précaires dans notre société. Donc je pense qu'il y a une convergence qui est possible et la jeunesse, elle fait souvent la goutte qui fait déborder le vase dans les moments révolutionnaires. Et je pense qu'actuellement, tant sa précarité est importante et tant sa conscience écologique est importante et sa lassitude d'un système politique qui est de l'ordre de la préhistoire politique de l'humanité, moi je pense qu'il y a des perspectives possibles dans les temps qui viennent. En Grèce, comme en France et ailleurs. Et c'est pour ça qu'il faut créer des liens par-delà les frontières, parce que si ça se passe que dans un pays, ça ne suffira pas. Je pense qu'il faudra que ça se passe dans plusieurs pays à la fois pour que ça puisse générer une forme de domino. Et oui, je suis clairement révolutionnaire, partisan de la révolution sociale. Maintenant, elle ne se passera pas comme elle s'est passée par le passé. Dans le monde actuel, il y a d'autres paramètres. Au Maghreb, par exemple, des régimes sont tombés. Malheureusement, ils n'ont pas été remplacés parce qu'on aurait pu espérer. Mais les révolutions dites Facebook, moi je ne pense pas que c'est tant Facebook que ça, mais les révolutions du fait d'une communication rapide et massive de la population, que j'appelle de mes voeux, oui, ça peut arriver extrêmement rapidement, à un point que les valets de l'État qui lui servent à se conserver au pouvoir ne s'y opposeraient même plus. Peut-être, en fait, les ruines, on n'en a pas peur parce qu'elles sont belles quand même, les ruines, c'est le témoin finalement d'un monde révolu. Donc n'ayons pas peur des ruines parce que dans notre Parce que nous portons un monde nouveau dans nos cœurs. Parce que d'abord c'est nous qui avons tout construit. C'est pas les gens en costume 3 pièces, cravate, ceux qui, comme on le disait tout à l'heure, achèteraient du sable dans le Sahara si on les laissait faire, comme le disait Coluche dans ses blagues. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on est capable d'autre chose et qu'on est capable d'autre chose aussi en matière de production. Il y a tellement de choses qu'on n'a plus besoin de produire. Il y a tellement de choses insensées. Si on faisait, comme dans l'an 01, un musée des choses inutiles qu'on a produites dans l'histoire, mais il faudrait une surface gigantesque. Si on faisait l'inventaire dans un supermarché de tout ce qui est inutile et de tous les métiers inutiles qui nous font perdre notre temps du fait du système économique dans lequel nous vivons, on pourrait peut-être travailler qu'un jour ou deux par semaine d'une façon différente, en coopérative autogérée, et faire des choses bien plus passionnantes et utiles à nous tous à la fois. On pourrait être plus heureux et plus amoureux, tout simplement amoureux de la vie, et bienveillants les uns avec les autres. Oui, nous sommes peut-être utopistes, mais dans ce cas-là, c'est pas atopos, le lieu qui n'existe pas, mais eutopos, le lieu bon, le lieu désirable. Nous, on cherche ce qui est vrai, on cherche ce qui est juste, on cherche ce qui est bien, tous ensemble, par-delà nos différences. Et c'est pour ça que c'est très important de créer des convergences de lutte.